Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci beaucoup à vous d'être là ce matin. Vous êtes président et fondateur de Génération Z, vice-président de Reconquête. Et puis vous étiez samedi dernier à la Flotte en Ré, devant la statue de la Vierge Marie, dont on a entendu la chanson tout à l'heure. Cette statue qui doit être déboulonnée dans le cadre, donc vous vous êtes retrouvé dans le cadre d'un rassemblement organisé par Reconquête, Génération Z, et puis avec notamment le collectif Touche pas à ma statue, je crois. Vous avez également signé le même jour une tribune dans le journal Causeur, statue catholique déboulonnée. Pourquoi tant de haine? Donc un sujet qui peut paraître parfois un peu accessoire et finalement pour lequel vous vous mobilisez beaucoup, Stanislas Rigaud. Oui, parce que justement, ce qui est très compliqué dans ce type d'affaires, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un épiphénomène, oui, que ce n'est qu'après tout une statue à des centaines de kilomètres de chez nous, mais en réalité, tous les mois, tous les 2 mois, on a une affaire à peu près qui s'y ressemble. On a eu Rouen avec les statues de Napoléon, nous avons eu l'Archange Saint-Michel au Sable d'Olonne, et aujourd'hui, c'est à la Flotte en Ré qu'on essaye de détruire notre histoire. Et évidemment, il y a une partie religieuse à tout ça, mais il y a aussi une grande partie culturelle, c'est-à-dire que quand on s'attaque à des figures comme Napoléon, quand on s'attaque à des figures comme la Vierge Marie, on s'attaque surtout à notre histoire, et je crois que ce serait une grande erreur de faire fi de 1500 ans d'histoire chrétienne, de faire fi d'un héritage puissant et catholique. Et donc c'est pour ça qu'on veut alerter, parce que si aujourd'hui ça a lieu à la Flotte en Ré, demain ça aura peut-être lieu chez vous, ça aura peut-être lieu pour les petits calvaires qui sillonnent les routes de France. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant là-dessus et qu'on veut défendre notre patrimoine. Alors, un petit point sur le déroulement de la journée, ça s'est passé comment samedi dernier ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'était avec le collectif Touche pas à ma statue, qui sont des militants qui se chargent, qui se sont donné cette mission d'alerter sur toutes les statues qui pourraient être enlevées. Eh bien, avec ce collectif, nous avons rassemblé... Alors, toutes les statues qui ont une connotation religieuse ou pas seulement ? Ah bah justement, pas forcément. C'est-à-dire que je vous prenais l'exemple des statues de Napoléon à Rouen, oui, par exemple. Ce n'est pas, même si je sais que certains adulent Napoléon, il n'est pas religieux à ce que je sache, mais ils défendent toutes ces statues liées au patrimoine historique de notre pays. Et bien avec ce collectif, nous avons rassemblé quasiment 400 personnes pour justement défendre cette statue. Il y a eu des prises de parole sur place, et puis beaucoup de groupes militants étaient là. Il y avait l'Uni, il y avait la Cocarde, parce que je crois justement la jeunesse est préoccupée par ça, parce que nous sommes, surtout quand on est de droite, je crois, des héritiers, mais si nous voulons nous aussi transmettre, il faut d'abord préserver ce que nous avons. Alors il y a un souci auquel se heurtent finalement les défenseurs de ces statues, notamment les statues à connotation religieuse comme celle de la Vierge Marie ou de Saint-Michel dont vous parliez tout à l'heure. C'est la loi de 1905, et vous aussi d'ailleurs, on vous a interpellé sur cette question. Stanislas Rigaud, c'était dans l'émission de Morandini sur le plateau de CNews le 17 janvier. Je vous propose d'écouter un extrait. Vous étiez face à Gilles Briand, adjoint PCF au maire de Paris. Vous êtes contre la loi de 1905 ? Je suis contre le fait qu'on enlève cette statue. Non, pas du tout. Elle est faite au nom de la loi. Donc, pour l'instant, à moins qu'il y ait un appel, vous-même l'avez dit. Vous êtes contre la loi de 1905. Vous-même l'avez dit. Vous étiez que le mouvement Zemmour est contre la loi de 1905. Bon, écoutez, vous-même, vous venez de le dire. Vous étiez pour faire une entorse dans ce cas présent. Ah non, j'ai pas dit ça. Vous venez de le dire. Alors, voilà ce qu'on entend. C'est intéressant de savoir que finalement, Génération Z, Reconquête, est contre la loi de 1905. Finalement, on ne vous entend pas vraiment répondre à cette question. Quel est votre argument face à cette loi de 1905 qui semble aujourd'hui imparable et qui est récupérée par les tribunaux ? Il y a 2 choses quand même, parce que là, dans le cas présent, dans ce cas très précis de la statue de la Flotte en Ré, ce n'est pas la justice qui est allée chercher à enlever cette statue. C'est une association qui s'appelle la Libre Pensée, particulièrement complaisante quand il s'agit des questions liées à l'islamisme ou au repas sans port ou aux tenues vestimentaires rappelant les tenues islamistes. Et quand il s'agit des statues catholiques, là, ils sont extrêmement vigilants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la statue n'est pas encore enlevée. Oui, mais au final, il y a un tribunal qui tranche. Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire sur ce deuxième point. C'est que le deuxième point, c'est que le maire, notamment de la Flotte en Ré et ses adjoints, pense aller jusqu'au Conseil d'État pour maintenir cette statue sur place. Et le troisième point, c'est que si ces lois-là servent à détruire notre patrimoine, à le détricoter, oui, on peut s'y opposer. Et d'ailleurs, la personne, le communiste dont j'avais oublié le prénom, malheureusement, Gilles Briand, qui ne l'est pas forcément, Briand, lui-même disait qu'il était contre le fait qu'on puisse enlever cette statue-là. Et donc, si cette loi sert juste à détruire notre patrimoine, dans certains cas, on peut être contre. Et puis d'ailleurs, je crois qu'elle n'est plus forcément adaptée aux conditions de 2022, c'est-à-dire que 2023 maintenant,
et qu'il faudrait peut-être, sur certains aspects, la revoir ou en tout cas y réfléchir. Oui, mais c'est un point qui est très intéressant, je pense, cette loi de 1905 qui est peut-être surinterprétée aujourd'hui. Et on voit notamment des tribunaux, puisque tout passe par la voie des tribunaux aujourd'hui. On a vu la Cour de justice de l'Union européenne s'arroger de plus en plus de compétences quasi morales sur les droits alors, des minorités en Hongrie, en Pologne, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un développement, un sujet à développer pour Reconquête à ce sujet, sur une forme de gouvernement des juges qui, à partir d'une loi... étend ses compétences. Vous savez, Éric Zemmour, ça fait maintenant 30 ans qu'il est dans le débat public, et s'il y a bien un sujet qu'il a abordé il y a déjà un bon nombre d'années, c'est le sujet des juges. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet-là. Et oui, d'ailleurs, quand Éric Zemmour est condamné, nous, on a tendance à dire que c'est plus des délits d'opinion qui sont condamnés qui lui sont attribués pour le faire taire, ou en tout cas pour stigmatiser ou mettre de côté ses idées. Donc oui, il y a des sujets là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas de grande surprise, et que vos auditeurs ne seraient pas surpris si ce matin on expliquait qu'une grande partie des juges étaient politisés. Là, la décision de justice sur la flotte en reste, c'est une décision politique. La justice l'est. Cette statue, elle ne gênait personne. Cette statue, elle n'était là que parce que un père et un fils sont revenus vivants de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et que la famille, pour rendre hommage à ce père et à son fils, ont décidé d'offrir la statue à la ville de la Flotte-en-Ré. Donc, vous voyez, nous sommes politiques et nous l'assumons pleinement parce que nous sommes attachés justement au patrimoine, parce que nous sommes attachés justement à l'histoire de France, mais eux en face le sont aussi. Et la différence entre eux et nous, c'est que nous assumons d'être politiques et d'être dans un combat politique, eux non. Oui, il y a une apparence de neutralité. Bah oui, bien sûr, parce que la libre pensée qui se la joue association laïcarde, mais dans le bon sens du terme, particulièrement attachée à la loi, etc., est aussi en réalité une association politique, d'ailleurs, qui, dès que l'on regarde un peu qui ils sont, ne fait plus grand doute. Alors, en parlant de ce grappillement wokiste, comme on dit aujourd'hui, il y a aussi le combat à mener dans les universités, notamment dans les écoles. Les universités sont de plus en plus gangrenées par le wokisme, que ce soit Sciences Po, la Sorbonne. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour vous, pour Génération Z, de créer un syndicat, finalement, étudiant, prompt à défendre aussi ces valeurs dans les universités, du style uni? Eh ben justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a déjà des syndicats, des associations étudiantes comme l'UNI, comme la Cocarde, qui se donnent du mal depuis plusieurs années pour combattre le wokisme, pour combattre cette politique anti-méritocratique, etc. Donc nous, on soutient ces initiatives-là. Le cas échéant, beaucoup de nos militants sont dans ces deux, ont une double appartenance, à l'UNI et à Génération Z, ou à la Cocarde et à Génération Z. Maintenant, est-ce que nous devons rajouter un troisième syndicat étudiant de droite à l'université? C'est un autre sujet. Moi, je pense que pour l'instant, il vaut mieux soutenir les initiatives qui existent déjà. Pourquoi pas les renforcer? Pourquoi pas leur apporter du soutien? Vous voyez, par exemple, j'étais à Aix-en-Provence il y a quelques semaines pour une réunion avec Génération Z. Beaucoup de militants de l'UNI étaient présents, ou tout comme hier à la Flotte-en-Ré, il y avait des militants de l'UNI et de la Cocarde présents pour soutenir notre cause. Je vais rester sur Génération Z et puis le mouvement étudiant. Finalement, aujourd'hui, quel est, selon vous, le rôle de Génération Z? Vous l'avez dit, pas forcément un engagement direct dans les syndicats, mais plutôt un soutien. Est-ce que les militants aujourd'hui de Génération Z ne risquent pas de se démotiver? D'abord, on était déjà revenu sur les scores de la présidentielle, des législatives, mais aujourd'hui, en plus, dans ces années sans élection, où doit être le cœur d'action de Génération Z? Eh bien partout, parce que la force de Reconquête, vous savez, on s'est vu il y a 6 mois, je crois, pour discuter de ça, on se demandait si Reconquête avait un avenir et si Reconquête pouvait exister. Depuis maintenant 6 mois, nous sommes mobilisés à Calac parce qu'on voulait répartir des migrants à cet endroit-là. Nous nous sommes mobilisés à Avignon contre des conférences islamistes. Nous en avons encore fait annuler une à Grenoble ce week-end. Nous étions mobilisés à la Flotte-en-Ré parce que, justement, Génération Z et Reconquête ont décidé d'être présents sur le terrain avec des actions concrètes, typiquement des mobilisations comme à Calac ou hier à la Flotte-en-Ré, sur les idées où nous travaillons avec Reconquête sur une revue, ou alors avec Éric Zemmour avec son livre qui paraîtra bientôt, ou alors encore sur les élections où nous avons participé au partiel. Ce triptyque idée, action, élection, nous essayons de le développer au maximum, et ça passe également par la formation des jeunes, parce que nous avons la chance d'avoir un mouvement jeune puissant, nombreux et facilement mobilisable. Parce que s'il y a eu un temps peut-être de doute pour certains, nous sommes vite repartis au combat et nous avons enregistré des victoires significatives. Encore une fois, Calac est un symbole puissant, mais quand le gouvernement va imposer des migrants dans une petite ville de Bretagne et que grâce à la mobilisation de Reconquête, nous arrivons à l'empêcher, c'est une victoire concrète. Parce que la politique, évidemment, peut se jouer dans les assemblées, au Parlement européen, par les ministères. Mais elle se joue aussi sur le terrain. Vous voyez, la gauche a compris ça il y a plusieurs années
il y a 30 ans, 40 ans, ils ont toujours été dans l'activisme, ils ont toujours été capables de faire pression sur le plan national ou sur la droite en règle générale. Eh bien nous avons décidé que c'était terminé, que nous allons aussi faire pression, que nous allons aussi être actifs sur le terrain, parce que ces mobilisations-là permettent des victoires concrètes, symboliques, mais c'est toutes ces petites victoires cumulées que nous allons additionner qui feront, je le crois, à terme une grande victoire. Et d'ailleurs, l'exemple de la flotte en rêve de l'Archange Saint-Michel sur le patrimoine, c'est du concret, c'est-à-dire que on passe par des tribunes, on passe par des interviews comme ce matin chez vous, mais on passe aussi par des mobilisations de force pour montrer que oui, les Français ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe dans ce pays. Et donc on va continuer comme ça, on va continuer d'être actifs sur ces 3 plans-là, idée, action, élection. Et qu'est-ce qui vous, finalement, selon vous, différencie des jeunes du Rassemblement national, par exemple ? Eh bien, si j'étais... pardon, c'est moi, j'ai un peu chaud. Déjà, je ne crois pas que le mouvement du Rassemblement national jeune soit particulièrement actif, ou en tout cas nombreux. Ce qui nous différencie, c'est je crois que nous acceptons encore d'être dans l'activisme au sens positif du terme. C'est-à-dire que nous acceptons de faire des actions parfois qui peuvent ressembler à des actions coup de poing pour marquer les esprits. Le Rassemblement national aujourd'hui, d'ailleurs certains de chez eux nous attaquent là-dessus en expliquant qu'ils sont plus efficaces, eux, à l'Assemblée nationale que nous sur le terrain. Mais je crois que justement il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux plans. Il faut avoir le plan peut-être plus institutionnel et un plan peut-être plus de terrain. Parce que le terrain, encore une fois, c'est ce qui permet d'empêcher des islamistes de se rassembler à Avignon ou à Grenoble. Donc ce qui nous différencie avec eux, c'est que voilà, nous sommes dans des actions parfois concrètes. Et puis surtout, ça soude aussi une jeunesse. C'est-à-dire que ça permet à des jeunes de se rencontrer, de partager des moments forts et de se dire qu'un mouvement jeune, c'est aussi un endroit où on se retrouve, où il y a du lien social, et ça passe, je crois, par des actions. Alors, il y a justement un point, en tout cas, qui vous différencie vraiment avec le Rassemblement national. On va revenir à la politique générale, c'est la réforme des retraites. On a entendu déjà, même pendant la présidentielle, Éric Zemmour assumer le fait qu'il était favorable à une mesure de report de l'âge de la retraite à 64 ans. Il a expliqué récemment qu'il ne changerait pas d'avis parce que Emmanuel Macron a repris cette mesure qui était déjà sa proposition avant. Écoutez Éric Zemmour le 11 janvier sur la réforme des retraites. Toutes les mobilisations sont légitimes, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Je pense que les gens qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables. Tout simplement, on ne peut pas financer à 60 ans. Et les gens, je ne comprends pas, il y a des gens qui un jour sont pour la retraite à 60 ans, le lendemain sont contre, qui sont contre la réforme, mais qui ne manifestent pas. Moi, je ne comprends pas tout ça. C'est trop compliqué pour moi. Moi, ce que je dis, c'est que ce plan du gouvernement reprend globalement mes principes, donc je ne vais pas critiquer ce que j'ai défendu, mais il faut aller plus loin dans ce que je vous ai dit, les mesures sociales et l'encadrement, la globalité de cette politique qui peut pour sauver ce système de répartition. Donc, Éric Zemmour, d'accord avec Emmanuel Macron. Ceux qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables. Là, au moins, Stanislas Rigaud, ça vous fait un point commun avec les macronistes et avec les LR. Eh bien, écoutez, c'est plutôt Emmanuel Macron qui est d'accord avec Éric Zemmour que l'inverse. C'est-à-dire que nous, si Emmanuel Macron, pour la campagne, ou auparavant, défendait une retraite par points, vous savez, à 65 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. Nous avons juste décidé de ne pas bouger nos positions pour être dans une certaine forme de démagogie. C'est-à-dire que oui, c'est plus confortable aujourd'hui de dire le gouvernement veut saccager le social en France, Emmanuel Macron est d'une grande violence, etc. On pourrait très bien le faire et être dans une opposition frontale. Nous essayons d'être cohérents là-dessus. Nous considérons que oui, il faut reporter l'âge légal de départ à la retraite, mais nous avons mis un mais. C'est-à-dire qu'il y a 2 grands sujets que le gouvernement a abandonnés. C'est la question de la démographie et donc de la natalité, et l'autre, le travail qui paye. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il veut expliquer qu'il faut retarder l'âge de départ légal à la retraite, tout en oubliant de dire que si nous voulons plus d'actifs et que nous voulons de nouveau financer sainement notre système de retraite, il nous faudra de nouveau avoir une politique nataliste. Nous, Éric Zemmour proposait par exemple la prime de 10 000 € par enfant en zone rurale, parce que nous étions dans cette logique de politique de natalité. Et puis l'autre point, c'est le travail. En plus qu'on a vu les derniers chiffres de natalité qui sont catastrophiques pour la France. Qui sont catastrophiques, c'est-à-dire que... et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, mais comme l'Allemagne peut-être, nous voulons compenser cette baisse de natalité par une immigration de masse. Les 2 chiffres sont tombés, les chiffres de l'immigration légale et les chiffres de la natalité. Les chiffres de la natalité sont catastrophiques et les chiffres de l'immigration sont catastrophiques. Et puis le deuxième point, c'est le travail qui doit payer de nouveau. C'est-à-dire que nous, on considère avec Éric Zemmour que c'est le travail, que c'est travailler plus pour gagner plus, et que surtout, nos retraités, nos seniors doivent
pouvoir finir leur carrière dans de bonnes conditions. Nous proposions par exemple un index, un bonus-malus pour les entreprises embauchant des personnes seniors parce que justement beaucoup trop sont au chômage. Et puis le troisième point, c'est aussi ces dépenses incontrôlées comme l'ASPA. L'ASPA, par exemple, c'est net, qui permet à des personnes étrangères de 65 ans qui n'ont jamais cotisé ni travaillé de gagner plus de 900 euros par mois, tandis que 3 retraités sur 10 en France vivent avec moins de 1000 euros par mois. Mais vous voyez, ces inégalités absolument dingues et ces dépenses publiques absolument dingues, on veut les corriger pour justement que nos retraités vivent mieux. Mais est-ce que justement ces correctifs ne suffiraient pas en eux-mêmes? Je rappelle 2 choses. La première, d'ailleurs ça vous fait encore un point commun avec Emmanuel Macron, c'est que vous défendez finalement des exigences de la Commission européenne, puisqu'on le sait maintenant, ces exigences ont été publiées en 2019 dans un règlement qui a demandé finalement d'uniformiser les différents régimes de retraite en contrepartie du plan de relance d'après Covid-19. Donc finalement, la France ne fait que suivre les injonctions européennes. Premier point. Deuxième point, vous avez sûrement entendu le président du Conseil d'orientation des retraites du corps, donc Pierre-Louis Bras, qui a expliqué en commission d'enquête parlementaire le 19 janvier que finalement les dépenses de retraite ne dérapaient pas, qu'elles étaient relativement maîtrisées et que même dans la plupart des hypothèses, elles diminuaient plutôt à terme. Donc il y a seulement un petit seuil à passer. Avec une politique nataliste, cela pourrait suffire. Ah bah oui, mais sauf que la politique nataliste, non seulement elle se fait pas par définition en quelques mois, en quelques années, elle se fait sur au moins 20 ans, de fait, premièrement. Deuxième chose, si demain la Commission européenne me dit qu'il fait beau et qu'il fait beau, je ne vais pas aller à leur rencontre juste par principe. C'est-à-dire que oui, encore une fois, c'est ce que je disais au début de ce sujet, il est plus confortable aujourd'hui qu'on est dans l'opposition d'être dans un combat frontal avec le gouvernement. Mais si c'est juste pour se donner des sensations et pour se faire plaisir, ça ne sert à rien. Et troisième chose, le corps, moi j'écoute tous les matins différentes chaînes info, différentes interviews. Tous les camps, soit de la Macronie au LR en passant par le Rassemblement National et la France Insoumise, font dire à peu près ce qu'ils veulent au corps. C'est-à-dire que j'ai écouté... Mais ça, c'est un peu le problème de la Macronie, justement, qui a peut-être mal interprété... Attendez. Moi, quand j'ai écouté le débat entre Olivier Véran, Jordan Bardella et Mathilde Panot, les trois faisaient à peu près dire ce qu'ils voulaient au corps. Et à la fin, globalement, on comprenait que, à part la Macronie, ils étaient quand même tous plus ou moins d'accord avec ce qu'ils disaient. Et donc, ils leur faisaient un peu dire ce qu'ils voulaient. Et puis, surtout, la natalité, elle ne va pas se faire en 5 ans. Et donc, il faut absolument avoir, en attendant, une politique peut-être plus d'urgence pour compenser. Ouais, on peut considérer que c'est une politique d'urgence. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit en tout cas là que vous êtes capable de travailler en étant d'accord avec le gouvernement, Emmanuel Macron, et donc en opposition avec le RN, ce qui me fait venir à cette... En fait, pardon, là je vois ce que vous vouliez dire tout à l'heure, c'est que Reconquête égale Macronie, mais pour moi c'est de la même malhonnêteté que de dire Rassemblement National égale la NUPES. Vous voyez, la différence entre nous et beaucoup de partis, c'est que nous on n'a pas bougé. La Macronie a bougé ses positions, c'est-à-dire qu'elle était pour 65 ans. Les LR étaient pour 65 ans, le Rassemblement National marquait 60 ans, en réalité c'est 62 voire 63 ans, et la NUPES, composée notamment du PS, était pour la retraite à l'époque à 62 ans. Le Rassemblement National, en 2007, avec Jean-Marie Le Pen, ils sont pour la retraite à 65 ans. Nous on a juste essayé d'être cohérents et de ne pas bouger de position. Faire des raccourcis en expliquant NUPES égale RN parce qu'ils sont d'accord sur la même position sur les retraites, je trouve ça malhonnête, et expliquer que Macronie égale Reconquête parce que nous sommes d'accord sur un sujet des retraites alors que nous mettons des mais comme la natalité ou le travail, je trouve ça aussi un peu malhonnête. Non, bien sûr, vous avez des axes, vous avez des points communs, il y a des axes sur lesquels vous êtes d'accord. Mais en fait, fondamentaux. Fondamentaux, enfin... La réforme des retraites, c'est très important. Non, mais c'est important. Mais ça fait pas une civilisation, la réforme des retraites. Oui, c'est aussi peut-être ça la différence entre nous et d'autres mouvements, c'est que nous on considère que la réforme des retraites est un sujet important. Pour autant, elle doit s'inscrire dans une politique globale, une politique de natalité, une politique anti-assistanat, une politique d'économie des dépenses publiques, etc. etc. Certains voient la réforme des retraites comme une finalité, nous on la voit comme un moyen, on la voit comme un outil permettant notamment en l'occurrence aux personnes âgées de mieux vivre. Moi, voilà, je veux dire un truc très sincèrement ce matin. Non seulement je n'ai aucune prétention d'être un expert sur la réforme des retraites, ça c'est le premier point, mais deuxièmement, moi je considère que je préfère être à la retraite, et d'ailleurs tout le monde le préférait à 64 ans ou 63 ans, mais avoir des conditions de vie normales, avoir un pouvoir d'achat de nouveau mieux développé, être en sécurité, etc. etc. Donc la réforme des retraites est un sujet important. On a vu l'exemple de la Suède, je crois, qui a expliqué que justement il ne s'était jamais aussi mal porté depuis que les retraites avaient été repoussées. Oui, enfin on est le seul pays d'Europe qui n'a pas été repoussé. Où l'âge légal n'a pas bougé.
Oui, ça on est d'accord. Prendre les exemples européens, c'est pas toujours la meilleure solution. On le voit avec le Covid-19. Mais c'est vous qui venez de le faire. Non, moi, je vous réponds juste sur le fait que tous les autres pays l'ont fait. Oui. Vous me dites que la Suède, ça se passe pas bien. Moi, je vous réponds juste que tous les autres pays l'ont fait et que tous les autres pays ne se portent pas mieux. Pardon, nous en France, je suis pas sûr que nos retraités vivent très bien. Quand je vous prenais l'exemple, on a 3 retraités sur 10 qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Ça, c'est un souci majeur. Quand on a des retraités qui ne peuvent plus se promener tranquillement dans la rue pour des raisons de sécurité ou parce que les services publics ne sont plus assurés, ça c'est un vrai souci également. Quand on a des personnes à partir de 55 ans qui n'ont plus de travail parce que leurs entreprises les virent, c'est ça le sujet aussi. C'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'on peut mettre la retraite à 60 ans, à 62, etc. Tant qu'on n'aura pas décidé d'avoir une politique, par exemple, notamment de favorisation de l'embauche ou du maintien des personnes âgées dans leurs entreprises, ce sera un vrai souci. C'est pour ça qu'il faut travailler sur, et nous, Elise et moi, on parlait pour la campagne, sur les formations permettant des passerelles entre certains types de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne de 55 ans, elle n'est pas aussi à l'aise sur les outils informatiques qu'une personne de 25. Donc il faut aussi avoir ces formations-là, il faut être capable d'encourager les entreprises à les garder, etc. etc. Une dernière question, Stanislas Rigaud, avant de conclure, parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Finalement, marcher main dans la main ou faire une forme d'union des droites, est-ce que ça vous semble de plus en plus loin maintenant que justement on voit cette opposition, par exemple, entre le Rassemblement national et Reconquête sur ces questions-là? En fait, je veux dire, c'est encore une fois la différence entre nous et peut-être d'autres partis. Nous, on considère que notre socle commun qui est le plus important avec le Rassemblement national ou avec les Républicains, c'est sur l'identité, c'est sur l'immigration, c'est sur la sécurité. Nous, on considère que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que, pour reprendre la phrase de Solzhenitsyn, on se remet d'une crise économique, on ne se remet pas d'une crise identitaire. Donc nous, on considère que c'est ça, les facteurs d'union les plus importants. C'est d'ailleurs ce que pensent les Français, parce que je vous prends l'exemple de la partielle qui a eu lieu hier dans la Marne. La France insoumise, qui est vent debout, et ça vous allez me l'accorder, contre la réforme des retraites, qu'on entend à tout va s'opposer à Emmanuel Macron, a appelé à voter pour la Macronie. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment des second tours, ce qui compte le plus, c'est l'identité. Si Emmanuel Macron, si le sujet à chaque fois était le plus important était le social ou les retraites, Marine Le Pen serait passée au second tour. La France insoumise aurait voté pour Marine Le Pen. Elle n'a pas voté pour elle parce qu'en réalité, ce qui compte le plus au moment d'un second tour, c'est l'identité, la sécurité et l'immigration et la civilisation. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud, président et fondateur de Génération Z et vice-président de Reconquête. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.